Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, on enfile nos judogi pour parler d'un des 5 sports les plus représentés au Fénois, le judo. Sur notre plateau, on accueille Franck Bellard, cadre technique de la Fédération polynésienne de judo, Arnaud Bertrand, le professeur de l'EJJP, l'école judo-jujitsu de Polynésie française, Tere Matuatini Bop, judoka championne des Jeux du Pacifique, et enfin Haukea Vitieli, judoka 3e aux Jeux du Pacifique et 5e au championnat de France cadette. Alors, a priori, on connaît tous le judo, mais rappelle-nous ce que c'est le judo et ses règles de base, s'il te plaît, Franck. Alors, le judo, c'est avant tout un art martial qui s'est développé au travers du monde entier. C'est né d'abord au Japon, avec toute une culture liée aux valeurs du Bushido, et donc le code moral japonais. Et en fait, le principe est assez simple, hein. Il s'agit de dominer son adversaire en le projetant ou en l'immobilisant au sol ou en lui mettant une clé de bras, voilà pour les règles les plus simples. Mais il y a plein de façons de faire du judo, depuis le plus jeune âge jusqu'à la compétition de haut niveau. Et puis il y a différentes formes de pratique, les katas, la pratique simplement loisir pour s'entraîner, faire des combats à l'entraînement. Et puis ce qu'on connaît dans le plus grand public, c'est-à-dire les grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques, les championnats du monde, qui permettent d'avoir des champions. Ce qui est bien connu au judo, ce sont les valeurs morales et éducatives. Est-ce que tu peux nous rappeler lesquelles sont ces valeurs morales et éducatives, s'il te plaît, Arnaud ? Alors, les valeurs morales, on en a plein. On a ce qu'on appelle un code moral, justement, au judo. C'est un petit peu la force de cette discipline, justement. Souvent, les parents s'identifient un petit peu à ce code moral. Et la chance qu'on a, c'est que les parents ont vécu du judo et ont envie de véhiculer les mêmes valeurs qu'ils ont connues quand ils étaient jeunes, et donc du coup inscrivent leurs enfants. Donc on a plusieurs, on a la politesse, on a l'amitié, le contrôle de soi, le courage, etc. On a plein de codes moraux qui nous permet un petit peu d'éduquer les enfants et qui nous permet un petit peu de leur apprendre justement ce qui est important dans leur jeunesse et dans leur vie future. Est-ce qu'il existe un code strict pour tout le monde, ou est-ce que ça dépend des endroits où on enseigne ? Non, le code moral est le même dans toutes les salles de judo, dans tout le monde entier. Et on s'efforce un petit peu, nous enseignants, de pouvoir s'appuyer dessus de façon à ce que l'éducation de l'enfant soit la plus respectable possible. Ok, tu es 3e aux Jeux du Pacifique et 5e au championnat de France cadette. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours pour arriver jusque-là ? Alors, oui. J'ai commencé ma préparation physique en les mois précédents. Déjà, à quel âge tu as commencé ? J'ai commencé à 11 ans avec mon papa qui est aussi prof de judo à Montréal. Et donc, Tu as évolué au fur et à mesure et jusqu'à arriver à cette préparation il y a quelques mois, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et quelles ont été tes motivations ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le judo ? Juste parce que ton papa était prof, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré dans le domaine ? Ah oui, alors je voyais mon papa qui partait souvent en compétition à l'étranger. Et je le voyais revenir avec des médailles, etc. Donc ouais, ça m'a donné vraiment envie. Et ce qui m'a aussi attiré dans le judo, c'est les combats. C'est vraiment le fight que j'apprécie particulièrement dans le judo. D'accord. Et toi, Tere Matuatini, qu'est-ce que tu apprécies dans le judo ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce domaine ? C'est pareil que Hokia, sauf que j'ai commencé le judo à 7 ans. Mhm. Et oui, dans ma tête, la seule chose que j'avais, c'était la bagarre. D'accord, donc ce que vous aimiez, c'était vraiment aller à la bagarre dans les salles de judo alors. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, comment est-ce qu'on se prépare pour arriver jusqu'aux Jeux du Pacifique ? Quelle a été ta préparation ? Déjà, il y a une préparation personnelle. Donc, tu t'entraînes en club, tu t'entraînes ensuite avec la Fédé. Enfin, il y a un suivi avec la Fédé, le cadre technique, Franck. Et après, il y a tout ce qui est mental aussi. Justement, Franck, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés pour pouvoir participer aux Jeux du Pacifique ? En fait, on a mis en place un processus sur 3 ans. Sur la première année où je suis arrivé en 2021, j'ai fait beaucoup de détections en local, où ils ont participé à beaucoup de compétitions locales pour que je fasse émerger environ
une cinquantaine de judokas, les meilleurs polynésiens. Et ensuite, au fur et à mesure, on a affiné la sélection. Donc en 2022, on a fait vraiment une phase de sélection pendant 1 an où ils sont partis aux États-Unis. On a organisé localement des compétitions internationales qui a permis de finaliser une sélection en janvier 2023, quasiment 1 an avant la compétition. On avait un groupe de 25 athlètes qui étaient sélectionnés environ. Et puis, on a commencé la préparation sur 1 an avec une préparation physique en musculation, avec des charges un peu précises, et puis des entraînements fédéraux, essentiellement le samedi, mais aussi dans le cadre du centre de performance polynésien. Alors, on parle de fédération, de club, d'école. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est structuré le judo en Polynésie française? Alors, il y a environ 1000 licenciés qui sont répartis sur 9 clubs de judo sur Tahiti. Je ne les citerai pas tous, mais on a une bonne répartition quand même sur le territoire, essentiellement sur la zone urbaine, mais il y a aussi un club à Taravao, un club à Paia, Punaoya, enfin on est à peu près sur toutes les villes principales, les communes principales de Tahiti, et on est aussi présent sur Mani'i, Rangui, et puis Rayatea. Ça c'est pour les clubs, et puis on a des sections sportives, section sportive à Pirée, une section sportive à Vénus, à Maïna, et puis un centre de performance polynésien qui s'est créé il y a 3 ans, où là on essaye de regrouper nos meilleurs jeunes pour les préparer à l'accession au sport de haut niveau. Et donc Aokea fait partie de cette structure. Tu nous parles de 1000 licenciés, c'est qu'il doit bien y avoir des retours bénéfiques sur la santé. Parle-nous-en, s'il te plaît, Arnaud. Quels sont les retours sur la santé, le bien-être des pratiquants en Polynésie? Le retour sur la santé, il est simple de toute façon, c'est qu'à partir du moment où on a une dépense physique, on a un travail physique, mais aussi, elle l'a précisé tout à l'heure, le mental va aussi travailler sur la santé. Donc à partir du moment où on se sent bien, qu'on travaille sur différentes disciplines comme la musculation, le judo, la course à pied, etc. Le sport, c'est la santé, c'est une phrase qui est bien connue. Donc à partir du moment où les élèves se préparent pour une compétition importante, ils vont la préparer avec tout ce qu'il y a autour, et donc forcément il y a un suivi derrière au niveau diététique aussi qui est fait par la fédération avec Augustin, et il y a un gros travail qui permet à ces jeunes de pouvoir faire attention à tout ce qui se passe autour, leur santé physique, mais musculaire, etc. à ce niveau-là. Ok, est-ce qu'il y a une rigueur physique, alimentaire peut-être, pour pouvoir être athlète? Alors, ok. Est-ce que tu as mangé hier soir? Alors, oui, c'est primordial dans le judo avec les catégories de poids que nous avons. Donc, ouais, il faut savoir gérer son poids, s'y prendre à l'avance, ce qui n'est peut-être pas mon cas. C'est pas souvent le cas, mais voilà. Et oui, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là aussi. Et de ton côté, Terima Totini, quels sont les efforts que tu fais pour pouvoir performer comme tu l'as fait aux Jeux du Pacifique? Est-ce que tu as une rigueur, par exemple, est-ce que tous les jours, tu t'es fixé un emploi du temps, que ce soit encore une fois alimentaire, est-ce que ce soit par rapport au sport, est-ce que tu vas tous les jours courir? Quels sont les efforts que tu fais? Ok. Alors, on dit souvent que le judo, c'est un sport de feignant. Je suis une feignante, je n'aime pas courir. Par contre, quand on a eu le programme de musculation de Franck, en plus des séances de judo qu'on faisait à la fédé et en club, j'allais aussi à la salle. Et voilà, c'était ça ma préparation. À partir de quel âge, Franck, est-ce qu'on peut faire du judo? Est-ce qu'on peut commencer à partir de 40 ans, par exemple? Alors, on peut commencer à tous les âges. On peut commencer à partir de 4 ans, parce que les clubs proposent des cours à partir de 4 ans. Il y a même des structures en métropole qui accueillent plus jeunes, à partir de 2-3 ans, où le parent sert de partenaire, et c'est un peu de la motricité où le parent sert de partenaire. Et puis, on peut commencer à 30, 40, 50 ans. C'est sûr qu'on n'aura pas le même genre de pratique, parce que c'est quand même un sport où il y a des chutes. Il faut d'abord apprendre à chuter. Et donc commencer plus tard, il y a toujours ce frein-là, cette représentation, mais c'est hyper bénéfique de savoir chuter, c'est très utile dans la vie. Et puis il y a d'autres formes de pratique. Là, on va lancer le premier championnat de Polynésie de Taiso. Alors à ma connaissance, c'est même une première mondiale. Le Taiso, c'est une pratique qui, au départ, c'est une pratique sport santé qui permet de travailler sur le corps, l'esprit et le mental, et qui fait du sport une pratique bonne pour la santé. Et là, on en fait un événement un peu sympa pour justement attirer de nouveaux publics et amener progressivement les gens à se déplacer sur un tatami, se confronter physiquement, apprendre à chuter, etc., etc. Donc le judo, c'est pas que la compétition,
c'est pas que le combat. Alors les filles ici, elles aiment la bagarre. Visiblement, elles aiment bien la bagarre, ça oui. fait partie des choses. Et c'est vraiment une bagarre qui défend quand même l'esprit de la maîtrise quand même. C'est pas un sport de combat dans lequel on va... il n'y a pas d'agressivité mal placée, c'est toujours très canalisé, très maîtrisé, ce qui nous permet à tout âge de pouvoir exprimer le judo dans des formes très différentes. Alors, tu nous disais qu'on pouvait commencer le judo à partir de 4 ans, mais est-ce que pour les seniors, ça peut aussi être un moyen de se dépenser physiquement? Tu nous parles aussi de chuter. Est-ce qu'un senior peut venir pour pouvoir juste se dépenser sans pour autant partir à la bagarre comme les filles? Il y a, comme je disais, on peut faire du combat au sol, et là, dans le combat au sol, il n'y a pas de chute. Et donc ça, c'est une manière d'expression aussi qui est intéressante. Il y a aussi le fait de passer des grades, et donc c'est plutôt la maîtrise de la technique qui va être recherchée et qui n'est pas forcément traumatisante, puisqu'on n'a pas forcément les effets du combat. Et puis après, dans tous les clubs, il y a des combats, et ce qui est vraiment génial dans le judo, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi c'est une valeur qui me touche et qui m'a amené au judo et qui fait que je suis encore dans le judo 40 ans plus tard, c'est l'entraide et prospérité mutuelle. J'en parlais tout à l'heure, et c'est pour progresser, il faut un partenaire. Et donc, il y a de l'adaptation entre les deux, et quel que soit le gabarit, on peut avoir des fois Aokea qui va rencontrer à l'entraînement un garçon de 140 kilos. Les deux vont essayer de travailler ensemble et de s'adapter, et donc pour faire en sorte qu'on préserve l'intégrité physique et morale de chacun. Donc, on peut commencer à tous les âges, parce que justement, il y a le respect de l'intégrité, le respect du corps et toutes les valeurs qui guident le judo. Thierry Matuatini, juste avant, on disait que vous aimez bien la bagarre, hein, toutes les deux. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'était pour vous défendre, par exemple, je ne sais pas, à l'école? Est-ce que ça répondait à un besoin que vous aviez étant petite? Oh non, du tout. C'était juste que j'avais envie de tester mes limites. Mhm. C'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à tester tes limites ou est-ce que tu vas encore plus loin à chaque fois? J'essaie d'aller plus loin. Voilà. Et pour toi, Okea, est-ce que ça répondait à un besoin par rapport à l'école ou la famille, je sais pas? Ah ouais. Moi, le judo, en fait, ça me permet beaucoup d'extérioriser. Et ouais, petite boule d'énergie, et j'ai besoin de vider un peu ça sur le tapis. Donc, ouais, ça fait toujours du bien. Arnaud, on voit de temps en temps des profils de jeunes qui utilisent ça, que ce soit pour se défendre, pour se défouler. Dans quelle optique le judo peut aider ces jeunes? Je crois qu'en fait, Okea a dit un mot qui était important, canaliser en fait. Les parents, souvent, quand ils ont des enfants qui sont un petit peu excités, qui sont un petit peu pleins d'énergie, cherchent à les canaliser. Et je pense qu'ils trouvent dans le judo une façon, encore une fois, par rapport au code moral, par rapport à l'enseignement qu'on peut faire dans les différents clubs, une façon de canaliser l'enfant, de canaliser son énergie, de lui apprendre à utiliser son énergie à bon escient. Et justement, comme Franck disait, quand on travaille à deux, on s'adapte à la personne. Et ça, c'est une forme de canalisation qui est importante pour les enfants. Et je pense que les parents, pour l'avoir vécu quand ils étaient jeunes ou avoir entendu parler de ce phénomène de canalisation au niveau de la discipline, elle est importante. Donc, les enfants sont canalisés, et Okea vient de le dire justement qu'elle avait besoin d'être canalisée par rapport à ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, la discipline de judo est vraiment faite pour ça. Est-ce que ça peut être une forme d'éducation ou plutôt un complément d'éducation? Non, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Nous, justement, on dit qu'on est entraîneur, mais on a aussi un rôle d'éducateur. Donc, on est là pour éduquer les enfants, mais on n'est pas là pour prendre le rôle des parents. Donc, l'éducation, elle est bien sûr faite à la maison, et on se rajoute dessus pour pouvoir éduquer et canaliser les enfants. Franck, est-ce que tu aimerais rebondir sur ce que Arnaud vient de dire? Justement, quel talent, parce que j'allais rebondir. En tout cas, j'avais envie. Non, pour dire, si je prends un peu mon exemple personnel, moi, j'aime dire que je me suis jamais battu dans la vie parce que j'exprimais tout sur le tapis. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de me battre dans la cour de récré ni dans la vie sur un parking. Parce que tout ce que j'avais à exprimer, je le faisais sur le tapis avec des règles, avec un cadre. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est un principe éducatif qui a du sens aujourd'hui. Alors revenons sur la compétition avec les filles. Thierry Matuatini, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce qui est important sur le tatami? La force, le mental ou la technique? Alors pour moi, il y a 3 choses. La force, le mental et la technique. On y est presque. Il y a une grande championne judo 4 qui en parlait d'ailleurs, Krista Deguchi. Et elle disait que le plus important pour elle, c'était la technique, le mental et le cœur. Et le cœur. Et si un des 3 n'est pas là,
Pourquoi le cœur? Parce que autant la force, le mental et la technique, je peux comprendre, mais pourquoi le cœur? Bah, je pense que le cœur, parce que bah, si tu prends plaisir dans ce que tu fais, bah, je pense que tout ira bien. Tu vas accepter l'échec comme la réussite. Et oui, voilà, je pense que. Ouais. Et Hokia, quel est ton ressenti par rapport à cette question? Pareil, la force, le mental, le cœur, la technique? J'allais dire presque la même chose que Tini, mais je vais plus parler aussi de la force, ce qui est assez primordial dans le judo. Et ouais, c'est du mental, c'est de la motivation et c'est de l'envie. Alors, il y a des risques aussi dans ce sport, des risques physiques. Franck, est-ce que tu peux nous en parler, les plus gros risques physiques lors de la préparation des entraînements et à quoi est-ce qu'il faut veiller? Toutes les pratiques sportives génèrent une forme de risque. Alors évidemment, dans un sport de combat, on peut penser qu'il y a plus de risques qu'ailleurs. On s'entraîne quand même sur des surfaces qu'on appelle des tatamis qui sont plutôt souples et presque agréables pour chuter de temps en temps. Mais l'objectif étant quand même de ne pas trop tomber. Donc forcément, quand on tombe, il y a des risques de blessures voilà, qui sont inhérentes à la pratique. Mais on fait attention évidemment à préserver. Donc le premier élément pour faire attention à préserver le corps, c'est d'apprendre à bien chuter. Et c'est utile dans la vie pour avoir eu quelques petites chutes une fois en scooter sur le périphérique parisien. J'étais très content de savoir chuter et rouler dans ma chute. Donc on fait attention. Et puis forcément, quand on s'engage dans une carrière de haut niveau, l'idée, ce qu'a dit Tini tout à l'heure, c'est de repousser ses limites. Et forcément, quand on pousse les limites, on est proche de la rupture. Ça fait partie du jeu de tous les sports de haut niveau. Maintenant, dans les pratiques loisirs et dans les compétitions qu'on organise ici à Tahiti, on recense finalement très peu de blessures sur les compétitions, très peu de blessures graves. Évidemment, ça arrive dans tous les sports, mais nous, on fait attention à ça. Arnaud, je vais rebondir sur ce que Franck vient de dire qui est très intéressant et faire une parenthèse. Est-ce que le judo, le fait d'apprendre à chuter et tout le reste, peut aussi servir dans la vie en général? Ah mais complètement. Mais moi j'ai eu la même expérience, pas sur le périphérique parisien, mais ici à Pirée. Et oui, non, mais complètement. Et encore une fois, cette valeur d'apprentissage de chute, je reviens souvent à ça parce que les parents, c'est la chose la primordiale pour pouvoir nous emmener leurs enfants. Recherche justement cet apprentissage. On cherche souvent à emmener les enfants à la piscine pour qu'ils sachent nager. Au niveau du judo, c'est exactement la même chose. On va chercher la première chose, vraiment à travailler sur le travail de chute, que ce soit en avant, que ce soit en arrière. Et cet apprentissage petit ou qu'on peut avoir à 11 ans ou qu'on peut avoir à 40 ans, il va nous servir forcément dans la vie. Si on trébuche, si on a un accident de roue, forcément ça va nous servir. La protection, apprendre à se protéger soi-même et à protéger sa tête, etc. Est-ce que ça vous a servi, les filles? On commence par Hokia. Alors moi, j'ai pas eu d'accident. On ne veut pas qu'elle roule en scooter, en fait. Non, justement. Mais ouais, je pense que ça peut servir. Après, c'est instinctif quand t'es judoka, c'est sur le coup que tu fais, donc ouais. Et pour toi, Terema Totini? Pareil, Pareil, t'as pas eu d'accident de scooter ou... Non, du tout. Mais ça t'a déjà été utile dans ta vie au quotidien de pouvoir... On parle de chuter, mais on parle de tout ce qui est autour du judo. La discipline, les valeurs. Oui, ça m'a beaucoup aidé, oui. Oui. Est-ce que ça t'a déjà aidé autrement, par exemple, pour te défendre par rapport à des agressions ou autres J'ai pas encore été agressée ni vécu de bagarre en dehors du judo. Mais oui, enfin, en tant que femme, des fois, quand tu sors la nuit ou en journée, le fait de faire un sport de combat, je pense que tu te sens déjà un peu en sécurité parce que tu sais que tu pourras te défendre. Est-ce que... je voulais rebondir là-dessus, c'est... Il y a un des grands principes du judo qui consiste à... c'est le principe de souplesse judo, ça veut dire la voie de la souplesse, et c'est dans le jus. Et la souplesse, c'est aussi faire avec la force de l'adversaire, ou en tout cas, souvent, c'est contourner aussi la force de l'adversaire. Quand on est judoka, on ne va pas affronter les choses, et peut-être c'est pour ça que tu n'as jamais eu de problème avec les gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller s'affronter et faire un face-à-face, mais plutôt sentir aussi où est le danger, et des fois de savoir esquiver, c'est plutôt une bonne compétence. En tout cas, moi, ça me sert dans la vie de tous les jours. Pendant longtemps,
dans ma jeunesse, j'ai voulu foncer tête baissée pour faire entendre un peu ce que je pensais. Et en fait, je me suis rendu compte que le judo, c'était pas ça. C'était aussi faire avec plutôt que contre, quoi. Faire avec la force de l'adversaire, faire avec les choses telles qu'elles arrivent. Et puis savoir un peu esquiver. Arnaud, pour la compétition, on revient sur la compétition. Est-ce que le judo permet comment dire, aux athlètes d'être sponsorisés ou est-ce qu'il faut encore travailler là-dessus? Alors ça, on a un gros problème. Ça c'est un point important que, d'ailleurs, c'est très bien que tu puisses en parler parce que ça va nous permettre un petit peu de nous faire entendre. Que ce soit au niveau club, au niveau fédéral, au niveau des athlètes qui investissent énormément de temps personnel en dehors des tapis, parce qu'il y a une préparation, Tini l'a bien dit, il y a une préparation personnelle, mentale à faire, personnelle, musculaire. Et on a de grosses lacunes, mais je pense qu'il y a c'est pas que dans notre sport. Il y a une grosse lacune au niveau sponsoring, au niveau du territoire. Et je pense qu'il y a plein de choses à pouvoir faire qui vont permettre à des entreprises privées de pouvoir aider les athlètes, les fédérations, les clubs. Mais ça, c'est plus à la politique de mettre en place des phénomènes qui vont pouvoir permettre à des entreprises de pouvoir aider les fédérations, les clubs, les athlètes. Parce que sans partenaires, nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est en Polynésie. Si les athlètes doivent se déplacer, Il faut partir, fortement, il faut partir en dehors de la Polynésie. Et si on n'a pas des familles derrière qui jouent le jeu, les fédérations, les clubs qui jouent le jeu, ces athlètes peuvent pas aller à la performance pour pouvoir justement représenter leur pays. Et ça, c'est pour moi, un athlète, quand il représente un pays, c'est important qu'il se sente soutenu, que ce soit par des partenaires privés, que ce soit par le gouvernement, etc. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Mais dans tout sport confondu. Franck, est-ce que tu aimerais réagir à ce que vient de dire Arnaud? Est-ce que tu aimerais compléter? Il y a une des mesures qui permettrait peut-être d'ouvrir un peu le sponsoring, c'est des mesures un peu fiscales qui donneraient envie aux entreprises d'aider les sportifs. Après, il y a aussi une dimension sociétale, c'est-à-dire que c'est faire un geste pour nos jeunes. Et donc, je pense qu'au-delà même de l'incitation fiscale, s'il y a des entreprises qui écoutent et qui ont envie d'aider les jeunes, que ce soit le judo ou les autres sports, finalement, c'est même pas tellement le sujet. C'est de pouvoir s'intéresser à ça et de permettre, parce que nous on est un sport d'opposition et on peut pas rester entre nous à Tahiti, il faut qu'on aille voir le monde et c'est vrai que ça coûte de l'argent et ils en ont besoin. Donc si on avait ces soutiens-là, on serait sans doute encore plus fort. C'est un appel alors que vous faites aujourd'hui? Ah bah s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont de l'argent à nous donner, on les prendra avec plaisir, hein, on les refusera pas. Donc pour l'instant, vous les filles, vous n'êtes pas encore sponsorisées Hokea? Non. Non, pas de ton côté. Non. Et pour toi, Terima Totini? Non plus. Non plus. Après, faut bien préciser que le pays nous soutient très activement. C'est-à-dire mon poste, par exemple, les postes de cadre technique dans les fédérations sont soutenus quasiment à 100% par le pays. Donc le pays fait des choses en donnant pas mal de subventions, que ce soit l'IJSPF, la DJS, etc., donne des subventions. Après, sur la question du secteur privé, c'est un peu le grand débat pour arriver à ce que l'entreprise s'intéresse. C'est surtout ça qui est important. En effet, même nous, au niveau en tant qu'association, il a le rapport fédéral. Moi, en tant qu'association, en effet, on a des aides du gouvernement, etc. Mais la question que tu posais, elle est vraiment sur le secteur privé. Et en effet, comme disait Franck, s'il y avait des choses qui étaient mises en place au niveau fiscal qui permettraient de défiscaliser des impôts, et au lieu de justement de reverser des impôts qui leur permettent de défiscaliser et pouvoir reverser sur des associations ou des athlètes, parce que les athlètes en ont besoin, ça c'est sûr et certain. Nous on a un exemple concret, on part avec des jeunes au championnat de France prochainement. C'est un voyage qui va coûter entre 250 000 francs et 300 000 francs. Si on n'a pas les familles pour nous suivre derrière, on peut pas le faire. Donc au final, pour faire carrière en Polynésie, on va terminer notre émission là-dessus, il faut partir à l'étranger. On ne peut pas faire carrière ici en Polynésie pour l'instant. Ici en Polynésie, ils peuvent faire carrière, mais s'ils veulent aller au-delà sur la performance, et là c'est Franck qui pourra vraiment finir sur ce sujet-là, parce que c'est la personne la mieux concernée par rapport à ça au niveau de la performance, il faut que les jeunes puissent partir. Ça c'est sûr et certain. Alors Franck, on te laisse réagir là-dessus pour finir. J'ai envie de dire que peu importe où on habite sur la planète, moi j'ai mes professeurs qui me disaient... une fois j'avais pas fait mes devoirs et un professeur m'avait dit c'est pas le judo qui te donnera à manger. Aujourd'hui ça fait 40 ans presque que le judo me donne à manger et bien plus des émotions, des expériences extraordinaires. Aujourd'hui je vis à Tahiti et c'est extraordinaire grâce au judo. Et donc qu'on habite à Tahiti ou ailleurs, si les jeunes ont envie de faire carrière dans le judo,
qu'ils soient ici ou qu'ils aient envie de partir, chacun peut y trouver son compte et on peut en faire un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tini, elle est éducatrice sportive, elle a passé des diplômes et peu importe finalement jusqu'où elle ira au niveau international, parce qu'elle n'a pas fini sa carrière, j'essaie d'aller le plus loin possible. Elle est passée par un pôle en France, elle est revenue, mais elle peut vivre aujourd'hui en tout cas d'un métier de professeur de judo ou d'éducateur sportif. Donc il y a plein de façons d'aller au bout de cette aventure-là, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. On le rappelle, il y a le site de la Fédération polynésienne de judo, fpj.pf, pour pouvoir vous renseigner. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve lundi à 17h15 sur TNTV. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée et bon week-end sur TNTV. Maruru totato farere a, trahoma parheana.